Donc pour terminer cette session du matin, nous avons aujourd'hui là le plaisir et l'honneur d'accueillir Bernard Accoyer, scientifique de formation, médecin et ancien président de l'Assemblée nationale. Donc il va nous entretenir du sujet science et décision. Vaste problème. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureux, très honoré de m'exprimer devant vous et je voudrais d'abord saluer tous ceux et toutes celles qui ont développé et font vivre la FIS. Saluer cette somme d'initiatives, de travail, cet élan bénévole pour une cause essentielle pour la démocratie et le progrès. Et j'évoquerai, si vous le voulez bien, dans ce sujet qui m'a été fixé, je le cantonnerai non pas à évoquer la question dans l'ensemble de science et décision, mais science et décision publique. D'abord parce que c'est ce que je connais, et ensuite parce que le sujet me paraît par trop vaste. J'évoquerai le contexte, les causes et quelques pistes d'avenir figurant dans une résolution adoptée par l'Assemblée nationale début 2017 à l'initiative de plusieurs chercheurs, dont Valérie Tournay et Alain Dehaye, ici présents. Je les remercie. Et avec eux se trouvait Jean-Yves Ledéo, ancien président de l'OPEX, et votre serviteur. Je vois plusieurs causes à ce qui m'apparaît comme un vrai problème, c'est-à-dire le problème que constitue science et décision publique. Il y a d'abord un contexte et ensuite des causes. Je reviendrai sur chacune d'entre elles. D'abord le contexte. Les crises sanitaires des années 80-90, plus souvent qualifiées de scandales sanitaires, sang contaminé, vaches folles, hormones de croissance, ont suscité un doute, une remise en cause de l'évaluation et de l'expertise comme des acquis du progrès scientifique. Pourtant, ces trois dramatiques dossiers, dont les conséquences sur l'opinion publique ont été considérables, ce n'est pas la cause qui était, la science qui était en cause, mais pour ce qui est du sang contaminé, justement la négligence d'un avis d'experts de la part des politiques, et pour les deux autres, une motivation vénale qui avait fait négliger les conditions de fabrication élémentairement sécurisées. C'est donc dans ce contexte que plusieurs causes ont pesé pour réduire la place de la science et des experts dans la décision publique. Voilà. Donc toute une série de causes. Pour la première, la place de la culture scientifique s'est enfoncée, hélas, une porte ouverte que de constater la diminution des enseignements scientifiques et l'insuffisance des crédits de la recherche. J'ajouterai que la dévorante recherche de crédits pour exposer peut exposer certains porteurs de projets à une sorte de syndrome de Stockholm vis-à-vis de financeurs potentiels sous des influences idéologiques ou financières. Deuxième cause, la montée de l'influence d'une idéologie relativiste remet en cause l'idée même de progrès. Elle a trouvé un terreau fertile auprès de certains élus et de mouvances politiques ou anarchistes plus ou moins radicales. Ces acteurs usent des méthodes sectaires, l'amalgame, le mensonge, la disqualification morale de leurs adversaires, les peurs, les menaces, la séduction, la manipulation. Tout cela constitue l'arsenal de la démarche perverse que j'ai pu observer durant les 12 années de travail parlementaire qu'il m'a fallu pour faire adopter une législation sur les psychothérapeutes autoproclamés. J'ai également observé tout cela du perchoir lors des débats sur les OGM en 2008,
un cas d'école, si j'ose dire. L'information scientifique s'est depuis quelques années progressivement raréfiée, dégradée. Les journalistes scientifiquement compétents sont devenus trop rares et la place qui leur est accordée trop réduite. La crise des médias n'y est pas pour rien. Le sensationnel, le scandaleux ou prétendu scandaleux, les hypothétiques scénarios catastrophes, les peurs, les affaires de toutes sortes font davantage vendre que les nouveautés scientifiques. Si la presse, l'audiovisuel peuvent relayer et relaient trop souvent des fake news scientifiques, les réseaux sociaux en sont la puissante caisse de résonance, comme on l'a vu tout à l'heure, et inverser la tendance sur la toile est mission quasi impossible. Or, cette insuffisance d'informations scientifiques de qualité, cette désinformation, forge en partie l'opinion du public, mais aussi celle des décideurs, les journalistes, les enseignants, le personnel ministériel, les élus, à qui revient la responsabilité d'arbitrer en opérant des choix, en légiférant, en réglementant. Je me suis penché particulièrement sur le cas des membres de gouvernement et des parlementaires. S'agissant des gouvernements, force est de constater que la place jadis importante du corps des ingénieurs de l'État a fondu, alors que celle des juristes gonflait considérablement. Ce changement de rapport de force reflète d'ailleurs la diminution générale de la place de la culture scientifique et la judiciarisation montante. Il a évidemment des conséquences considérables sur les décisions ministérielles. Le cas des élus politiques n'est pas dissociable de celui des ministres. Tous dépendent des choix majoritaires faits par les électeurs et donc de l'opinion publique majoritaire. C'est à la fois la définition, la force, la conséquence de tout régime démocratique. On peut en effet comprendre que les candidats à la recherche naturelle de voix évitent d'aller contre l'opinion publique sur des questions qu'ils connaissent mal, ou pas du tout, et touchent, pour les croyances, touchent à l'intime. Les candidats ne s'opposent donc pas à ces croyances, voire les adoptent, ou tout au moins ne les contournent pas dans leur discours ni dans leurs décisions. S'agissant du Parlement, l'OPEX, créé en 1983, est disponible pour conduire des travaux d'expertise scientifique. Mais ces rapports, au demeurant de qualité, ne sont que rarement et trop peu utilisés par les gouvernements, ni même, ce qui est paradoxal, par les parlementaires eux-mêmes, lors des débats à enjeux scientifiques ou technologiques. J'ai pu moi-même constater qu'aucune expertise sérieuse, respectant les règles d'une démarche scientifique, n'a été prise en compte pour légiférer sur des textes importants. Et je peux citer à ce titre quelques exemples. Les OGM, l'interdiction de la fracturation hydraulique, les ondes de téléphonie mobile et le biphénol A. Dans la même ligne, la décision purement politique de repli sur le vaccin contre l'hépatite B, prise par un ministre de la Santé au tournant du millénaire, a suscité un élan de défiance envers les vaccins. L'insuffisance du taux de couverture vaccinale et l'explosion aujourd'hui du nombre de cas de rougeole et de ses redoutables complications sont en continuité avec ces décisions. Quant à la défiance en France envers le vaccin contre l'HPV, elle sera la cause de nombreux cancers du col de l'utérus, des cancers qui auraient pu être évités. Et que dire de la convocation en octobre 2012, toute affaire cessante, de 2 commissions permanentes de l'Assemblée nationale pour écouter Gilles-Éric Serralini en pleine séquence de propagande pour ses fumeux et prétendus travaux sur le glyphosate, financés par une grande enseigne de distribution, relayés par un magazine hebdomadaire grand public, rapportés dans un livre, tout cela ayant été précédé d'un embargo, comme dans les belles opérations de communication à l'opposé de tout ce qui caractérise une démarche scientifique.
L'absence d'expertise scientifique a également prévalu dans la décision gouvernementale d'arrêter en 1997 le réacteur expérimental de 4e génération de centrales nucléaires. Je peux aussi ajouter que la constitutionnalisation du principe de précaution en 2005 a été la suite d'un échange singulier, personnel, entre le seul président de la République de l'époque, Jacques Chirac, et Nicolas Hulot, déjà lui. Malgré les réticences du monde scientifique, aucune étude d'impact approfondie n'a été conduite et encore moins prise en compte. En outre, l'accroche constitutionnelle permettant de cantonner législativement l'application du principe de précaution, un moment évoqué, n'a pas été inscrite dans la Constitution, ce qui conduit à une invocation du principe de précaution en tout domaine et en toutes circonstances. C'est ainsi que le précautionnisme s'est substitué quasi officiellement au principe de prévention. La constitutionnalisation des questions environnementales, si elle devait être conduite, aggraverait cette dérive évidemment particulièrement préoccupante. Alors que faire ? Nous avons vu que l'OPEX, malgré son excellent travail, ne pèse pas sur les choix législatifs ou gouvernementaux. Certes, en 2008, nous avons, après l'échec de la prise en compte de l'installation d'une commission permanente centrée sur les sciences, les technologies et l'innovation, nous avons mis en place le comité d'évaluation et de contrôle, qui est une institution à l'intérieur du Parlement, de l'Assemblée nationale, qui dispose de quelques moyens. Mais cela ne suffit pas et il n'est pas utilisé avant les travaux législatifs pour les apporter. Alors devant cette situation, il y a, je crois, une lueur d'espoir, une initiative qu'il nous faudrait faire prospérer. Cette initiative a abouti, c'était début 2017. Il s'agit d'une résolution parlementaire. C'est avec l'aide déterminante de scientifiques, de chercheurs éminents, en particulier de Virginie Tournay, que je remercie encore et qui l'a en grande partie rédigé, que des députés de droite et de gauche, puisque le vote a été obtenu à l'unanimité, ont fait adopter la résolution sur les sciences et le progrès dans la République. Chacun peut trouver cette résolution sur le site de l'Assemblée. Et je voudrais vous en donner les principales dispositions. D'abord, le vecteur essentiel de l'innovation que constitue la science, ce bien commun, comme l'a souligné l'UNESCO, doit être partagé. Deuxièmement, la nécessité de sensibiliser les jeunes dès l'école élémentaire à la démarche scientifique, l'exigence de qualité des enseignements scientifiques, l'importance de l'interaction entre les enseignements en sciences technologiques et en sciences humaines, l'importance de l'enseignement de l'épistémologie, en particulier dans la filière scientifique. L'intérêt de donner suite aux travaux des académies, la nécessité d'élaborer une stratégie de communication et de débat avec les citoyens adaptée à l'évaluation et à la gestion des risques technologiques pour éclairer les débats sociétaux et distinguer dangers et risques et l'appréciation de la balance bénéfice-risque. Le devoir de l'audiovisuel public d'offrir des émissions scientifiques en donnant la parole à la communauté scientifique. La nécessité de pratiques pédagogiques sur l'usage raisonné des technologies numériques, du tri de l'information et la distinction entre les savoirs établis et des opinions sans fondement scientifique. Enfin, le besoin de donner à l'OPEX, à défaut du rôle d'une commission permanente, puisque nous n'avions pas obtenu l'unanimité sur ce point, de donner à l'OPEX un rôle qui s'en rapprocherait en élargissant ses missions à des études d'impact scientifique préalables pour les projets ou propositions de loi impliquant des choix à caractère scientifique. En conclusion, et de mon point de vue, en France, les décisions publiques s'affranchissent trop souvent des données issues des démarches scientifiques rigoureusement conduites. L'exemple de décisions, d'annonces et de contre-annonces
en matière de choix biotechnologiques ou énergétiques, nous venons de le constater de façon remarquable, pourtant très lourde de conséquences, illustre cette situation paradoxale au pays des Lumières. Cet enjeu me paraît essentiel. Aussi, je crois qu'avec le relais de l'AFIS, la diffusion de la promotion et la promotion de la résolution de janvier 2017, énumérant la plupart des défaillances à corriger, pourrait constituer une initiative utile. En souhaitant un bon anniversaire à l'AFIS, je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour être informé des prochaines conférences AFIS en ligne, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS Sciences et Pseudosciences en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone AFIS Sciences. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, au revoir.